Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être là et de vous parler de mon travail. Donc, comme ça a été dit, moi je travaille à QTI, donc j'aimerais commencer par vous présenter QTI, qui est un labo un peu particulier. C'est un labo qui vient de fêter ses 1 an, et c'est un labo non-profit qui a été créé avec la mission qui est la suivante: construire et démocratiser les intelligences artificielles grâce à l'open science. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on fait, on va le publier, on va le partager pour que ça puisse être repris par la communauté. Donc, ça a commencé par 3 généraux donateurs qui nous ont donné les moyens de constituer l'équipe que vous voyez là. Avec donc, cette idée, on veut faire de la science, avoir beaucoup d'impact et tout publier, tout partager. Et notre première contribution qu'on a dévoilée cet été, c'est Moshi, qui est la première intelligence artificielle de voix en temps réel, qu'on a open sourcé il y a maintenant quelques semaines, quelques mois. Et nos modèles ont déjà eu plus de 2 millions de téléchargements, donc la communauté a largement apprécié cette contribution. Et donc c'est de Moshi que je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Donc on va apprendre qu'est-ce que c'est Moshi d'abord. Je vous explique qu'est-ce que c'est Moshi, pourquoi on a fait Moshi, et ensuite comment on a fait Moshi. Reprenons depuis le début. Donc maintenant, vous êtes tous familiers avec les modèles de texte. En 2022, OpenAI sort ChatGPT qui cartonne et qui était capable de prendre du texte en entrée, ressortir du texte, on lui écrit ce qu'on veut et il nous écrit une réponse. Et depuis, il y a eu les modèles se sont multipliés et beaucoup de modèles sont devenus multimodaux, c'est-à-dire qu'ils ont été capables, par exemple, de voir. On pouvait leur fournir une image et ils pouvaient parler de cette image, même parfois de vidéos. Mais à chaque fois, en sortie, ce qu'ils produisaient, c'est du texte. Et nous, on s'est dit, on va créer un modèle multimodal, mais vraiment multimodal, dans le sens où il va être capable de comprendre la voix en entrée et en sortie. Il va être capable de produire de la voix. Donc, vous avez compris que c'est le voice-to-voice, c'est du voice-to-voice que je vais parler aujourd'hui. Et ce modèle, il s'appelle Moshi. Alors, la question qu'on nous pose tout le temps quand on parle de Moshi, c'est en quoi c'est différent de ce qui existe déjà. Là, je vous ai parlé Là, il y a une collection de quelques modèles qui font au moins en principe du voice-to-voice, et certains même ont plus de 10 ans, comme Siri. Donc, est-ce que Moshi, c'est vraiment nouveau? Et je vais essayer de vous convaincre que oui. Parce que ces modèles, voilà comment ils fonctionnent, en gros. Ils fonctionnent en 3 étapes en cascade. D'abord écouter, penser et ensuite parler. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait une requête à Siri, d'abord cette requête est écrite par un modèle de speech recognition. D'abord, déjà parfois il y a un modèle qui détecte si on a parlé ou pas. Ensuite, cette requête est écrite. Ensuite, il y a un modèle qui va écrire une réponse à cette requête. Ça peut être un large language model, ou si c'était Siri à l'époque, c'est peut-être quelque chose de différent. Mais donc cette réponse va être écrite. Et ensuite, il va y avoir un dernier modèle qui va prononcer cette réponse, un modèle qui est dit de text-to-speech. Donc il y a 3 étapes, et ça pose un problème parce que, bon, déjà, c'est plutôt lent. En général, 3 à 5 secondes, ce qui fait que ça peut être acceptable si on a une requête, si on demande l'âge d'Emmanuel Macron, on attend 3 à 5 secondes, on a la réponse, bon, soit. Mais si on veut avoir une vraie interaction, c'est pas l'idéal. Et en plus, quand on passe par le texte, il y a beaucoup d'informations qui est perdue. En particulier, il y a l'émotion, les caractéristiques de la personne qui parle, l'accent. Toutes ces informations sont perdues et elles ne peuvent pas être utilisées pour écrire une réponse ou répondre à la requête de manière spécifique. Et ensuite, souvent, le modèle de text-to-speech qui prononce la réponse est aussi assez standard. Il ne va pas mettre beaucoup d'émotions dans la réponse, ce qui est OK quand on pose la question de la taille de la tour Eiffel, mais si on veut avoir une conversation intéressante et chargée émotionnellement, eh ben, ce n'est pas l'idéal. Par exemple,
si on voulait construire une IA qui fait passer un entretien d'embauche, on voudrait être capable de capturer la nervosité du candidat, on voudrait être capable de savoir s'il répond vite aux questions, et donc si on a par exemple un délai et qu'on passe tout par le texte, ces informations sont perdues, et donc les IA que j'ai mentionnées plus tôt ne seraient pas très douées pour faire passer des entretiens, ou d'ailleurs passer des entretiens, ça ne marcherait pas. Une autre hypothèse que ces IA font, c'est ce qu'on appelle le half duplex, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme un talkie-walkie. Elles font l'hypothèse que l'utilisateur et l'intelligence artificielle ne parlent jamais en même temps. Ce qui est le cas en texte. Quand ChatGPT écrit sa réponse, vous ne pouvez pas écrire. Ça paraît logique, mais quand on passe à la voix, c'est limitant. En particulier, si vous avez une conversation familière avec quelqu'un, vous allez peut-être faire des « Ah, ok, d'accord » pour signifier votre approbation. Vous allez peut-être interrompre quelqu'un, ou encore pire, vous allez peut-être avoir envie de chanter simultanément avec cette personne. Et dans ce cas-là, votre voix et sa voix vont se superposer. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans un téléphone. Dans un téléphone, on n'a pas besoin d'attendre que la personne ait fini de parler pour pouvoir parler. On peut écouter et parler simultanément. C'est ce qu'on appelle le full duplex. Donc nous, on veut construire un téléphone et pas un talkie-walkie. Donc, vous voyez, ça, c'est une scène de World of Warcraft où il y a plein de joueurs qui essayent simultanément d'attaquer un dragon. Et dans ce cas-là, on passe son temps à donner des ordres, à écouter des appels à l'aide. Et ça ne marcherait pas du tout si les autres joueurs étaient dans un talkie-walkie, avaient 3 secondes de latence, etc. Et qu'ils ne pourraient pas mettre d'émotion dans la voix. Donc nous, on voudrait une IA qui serait capable d'interagir comme ça et de tuer un dragon avec des joueurs humains. Donc ça ressemblerait, par exemple, à ça. Hello, what's up? Hi Moshi, let's pretend we are wizards and we are fighting a giant dragon that is coming right to us, okay? Okay, I'll be the wizard and you be the fighter. Okay. How do we start? Okay, so as a wizard, what kind of spell can you cast to protect us? Well, I have a spell called Fireball that can create a ball of fire and throw it at our enemy. Okay, can you cast it right now against the dragon? It's coming closer to us. Sure, I'll cast the spell. Okay, on my side, I will start attacking it with my bow, okay? Sounds good. So now the dragon is targeting me, so do you have any spells that can kind of shield me or protect me from damage? Yeah, I have an ability called Elemental Shield that can absorb some damage from my attacks. Okay, excellent. So can you cast it on me? Sure, I'll cast the spell. All right. Donc voilà un exemple d'une interaction avec Moshi. Et on voit qu'avec Moshi, on peut abattre des dragons. Donc c'est pas mal quand même. Donc voilà les limites des IA vocales actuelles. Elles fonctionnent en 3 étapes bien distinctes qui perdent l'information et qui rajoutent beaucoup de délais. Et nous, on voulait fusionner tout ça pour construire un modèle qui a des vraies capacités conversationnelles. Comment est-ce qu'on a fait ça? Là, on arrive dans la partie un peu technique. Donc, les 5 prochaines minutes vont être un peu plus dures. Mais si vous arrivez au bout, vous serez récompensé par une anecdote qui mentionne Jacques Chirac, donc ça vaut le coup. Donc, à la base, on est parti d'un modèle de texte qui a 7 milliards de paramètres, qui s'appelle Helium, qu'on a entraîné nous-mêmes. Et donc, les modèles de texte, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une phrase qui est une suite de mots, qui est une suite de tokens, et ils essayent de prédire le prochain token, c'est-à-dire le prochain mot, en donnant une loi de probabilité sur ce qui est possible. Donc, par exemple, QTA is an AI research lab based in, ça paraît être un résultat plausible. Et donc, comme ça, on peut construire des phrases en construisant bloc par bloc, mot par mot, la phrase. Donc, QTA is an AI, ensuite on prédit research, etc., etc. À chaque fois, en appelant notre modèle qui a 7 milliards de paramètres. D'ailleurs, 7 milliards de paramètres, ça peut paraître beaucoup, mais aujourd'hui, c'est plutôt considéré petit, puisque ça tient sur une carte graphique qu'on peut acheter dans le commerce, voire sur un device comme celui-là.
Et donc, si on sait le faire ça avec du texte, pourquoi on ne fait pas ça avec de l'audio? On peut juste remplacer. On a une audio, un morceau d'audio, on essaye de prédire le prochain morceau, et à la fin, on va avoir une IA audio. Eh bien non, ça va poser un problème si on fait ça de manière naïve, parce que si je reviens sur cette phrase « QTA is an AI live based in Paris », il y a 7 mots, donc à peu près 7 tokens, donc à peu près 7 prédictions à faire pour le modèle à 7 milliards de paramètres. Mais cette phrase, pour la prononcer, ça prend environ 3 secondes. Et 3 secondes, si on a un audio à 24 kHz, ça veut dire qu'il y a 72 000 nombres à prédire. Donc ça fait 10 000 fois plus de nombres à prédire quand on passe du texte à l'audio. Et comme le coût d'une prédiction est proportionnel à la longueur de la séquence, en fait, pour calculer l'augmentation de coût, il faut mettre ça au carré. Donc ça veut dire que ça va nous coûter 100 millions de fois plus cher de produire cette phrase en audio qu'en texte, si on fait ça naïvement. Donc ça ne marche pas. Il faut trouver une astuce. Et l'astuce, c'est de compresser de l'audio avant de le donner au transformer. Et donc un système qui compresse l'audio, ça s'appelle un codec. Et donc son job, c'est de prendre l'audio brut, et l'encodeur va le transformer dans un format, une représentation beaucoup plus facile à absorber pour le transformer, sans qu'il s'étouffe en multipliant par 100 millions son coût d'inférence. Et ensuite, ces représentations, on peut les retransformer en audio avec les pertes les plus légères possibles avec le décodeur. Et donc ça s'appelle le codec. Voilà, je vais vous expliquer comment fonctionne le codec. Ça, c'est la partie encodeur. Donc il y a un premier encodeur qui transforme l'audio en petits vecteurs, de telle sorte qu'il y a un petit vecteur par 80 millisecondes d'audio. Donc c'est déjà une bonne compression, mais on ne s'arrête pas là. En fait, ces petits vecteurs, on va les remplacer par le vecteur le plus proche dans une liste donnée qui a 2048 vecteurs. Et en faisant ça, on a juste besoin de retenir l'indice du codebook vector. Ce qui fait que là, ça prend vraiment beaucoup moins de place. Et si la qualité n'est pas bonne, on peut rajouter du niveau de détail en mesurant l'erreur qu'on a faite en remplaçant le vrai vecteur par le codebook vector et répéter la même procédure, cette erreur la remplacer par un codebook vector, etc., de telle sorte qu'on a de plus en plus de détails dans l'audio. En pratique, on va avoir un audio de telle sorte qu'il va y avoir 8 codebook vectors par 80 millisecondes d'audio. C'est ce qu'on appelle les audio tokens. Et ça, on peut les donner à manger au transformer sans qu'il s'étouffe. Et on peut faire le procédé exactement inverse, prendre ces codebook vectors, les retransformer en petits vecteurs et les retransformer en audio brut, et en espérant avoir pas trop de pertes de qualité audio. Ok, donc comment on donne à manger ces audio tokens au transformer? La première idée qui vient en tête, c'est d'aplatir tout et les donner un par un. Si on fait ça, le nombre de prédictions que le transformer doit faire, c'est 3 secondes divisé par 80 millisecondes, c'est le nombre de chunks d'audio, fois 8 parce qu'on a 8 niveaux de détail, donc ça fait 300 appels au transformer qui a 7 milliards de paramètres. C'est un peu beaucoup, ça reste un peu beaucoup. C'est comme ça que j'aurais fait il y a 1 an ou 2, mais depuis on a trouvé mieux. Maintenant, on prend tous les niveaux de détail, on les ajoute ensemble et on les donne au gros transformer qui lui va nous sortir une représentation. Et cette représentation, on va le donner à un petit transformer qui lui va nous prédire tous les niveaux de détail. Et quand il a fini, on peut réinjecter tous ces niveaux de détail dans le gros transformer. Et si on fait ça, le gros transformer, on va l'appeler que 37 fois et demi chaque seconde. Et là, ça commence à être jouable, ça commence à être raisonnable. Et donc voilà, avec cette technique, on sait faire de ce qu'on appelle de l'audio continuation, c'est-à-dire si on lui donne plein de données audio, il va être capable de
continuer cette donnée audio. Donc voilà, je peux vous donner un exemple de prompt audio qu'on va entendre maintenant. Listen to your sister, Morty. To live is to risk it all. Otherwise, you're just an inert chunk of randomly assembled molecules drifting. Donc voilà, donc ça c'est une donnée qui va jusqu'à drifting, et vous allez écouter une continuation que le transformer a produite maintenant. Listen to your sister, Morty. To live is to risk it all. Otherwise, you're just Oh. an inert chunk of randomly assembled molecules drifting and tangled in the ether. You don't think so? All right, fine. Then listen to your sister. If you want to make it in the world, they're going to die alone with nothing but their kindness. Tragique. Une autre continuation. Listen to your sister, Morty. To live is to risk it all. Otherwise, you're just an inert chunk of randomly assembled molecules drifting in the gases in a vacuum of space-time. Live and love. Plus positif. Et donc voilà, on a construit un modèle qui est capable de prolonger de l'audio. Et ben, maintenant, on va le transformer en un système de dialogue. On pourrait dire qu'il suffit d'alterner ce que l'utilisateur dit et ce que le modèle dit. Et il va apprendre à produire ce que le modèle dit. Oui, mais si on fait ça, on a créé un talkie-walkie. Donc c'est ce dont j'ai parlé plus tôt. On veut être capable de produire un modèle qui interrompt l'utilisateur ou qui se laisse interrompre. Donc pour ça, à chaque audio chunk, chaque intervalle de temps, on lui donne à la fois le modèle output et l'user input. Et donc là, on a fait un modèle multistream. Et donc on a fait un téléphone. Magnifique. Très bien. On a passé la partie difficile. Maintenant, on va parler des données. Parce que pour créer Moshi, le problème des données, il n'a pas été facile à résoudre. Parce que ce qu'il nous faut comme données, c'est des données qui sont des dialogues avec les channels séparés. Ce qui fait qu'on veut des dialogues avec tous les speakers qui sont bien séparés pour que le modèle apprenne à prendre la personnalité d'un seul speaker. Et ces données, elles sont extrêmement rares. Et le premier dataset qu'on a trouvé, il s'appelle Fisher. C'est un dataset qui a été créé dans les fin des années 90, début 2000, où, pour des raisons de recherche, on a proposé à des Américains de discuter au téléphone. Ils étaient matchés entre eux de manière aléatoire, et on leur disait « ayez une conversation naturelle sur le sujet de votre choix ». Donc c'était des inconnus. Et au moins avec ce dataset, les channels étaient séparés, les speakers étaient séparés. Donc on a pu créer un Moshi à partir de ces données-là. Et je vous présente le résultat ici. Hello, my name is Bob. What's your name? Hi, this is Jay. Nice to meet you, Jay. Where are you from? I'm calling from South Arizona. Oh, brilliant. So you're American? Yes. So you know about the US, right? Sorry? So you know about the US. Yes. Okay, so who's the president right now? The President Bush. Oh, okay. And I heard he met the president of France recently. Yes, I heard that too. What's his name again? His name is Jay Rock. Yeah, that's correct. Okay, so you know a lot. Do you have a computer? I have a computer, I have a cell phone. Okay, what kind of computer and cell phone is that? The cell phone is a Motorola. Okay, and the computer A computer is a Dell. is a Dell. Okay, and what Laptop. kind of what kind of operating system do you have on your computer? Windows 2000. Windows 2000. Oh, brilliant. Donc voilà, on avait créé un modèle qui était capable d'interagir de manière assez naturelle, mais il avait les défauts du training dataset, c'est-à-dire bon, la qualité audio n'était pas la meilleure, et surtout le modèle était persuadé de vivre en 2002. Donc on n'était pas satisfait. Mais on avait de l'espoir de faire mieux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on va créer nos propres données. Donc on a d'abord engagé des comédiens pour qu'ils aillent en studio, enregistrer des dialogues, avec bien sûr les channels séparés,
pour que ces données soient utilisables par nous. Et avec ces dialogues, on a pu entraîner un modèle de text-to-speech qui pouvait ensuite nous servir à créer d'autres dialogues, en fait, autant de dialogues qu'on voulait. Et avec ça, on avait presque autant de data qu'on voulait. Donc là, vous voyez la personne qui a prêté sa voix et qui aujourd'hui est la voix de Moshi, donc une des comédiennes. Et là, ce qu'on va écouter, c'est un exemple de notre text-to-speech. Hey, this time I'm not chatting, but rather being controlled by text. I can express more than 70 emotions and speaking styles. Like whispering. Or maybe I could sing a song. I can sound terrified. Or impersonate a pirate, ahoy matey. I can even speak with a very French accent, just like my inventors. Looking forward to interacting with you. Donc voilà, et avec toutes ces données, on a pu enfin construire le Moshi qu'on a aujourd'hui. Voici un exemple de données de training. Hello, what's going on? Do you watch a drama series? If so, which one? Yeah, I do. There are so many good ones out there. Can you tell me about the one you watch? Well, one of my favorites is Perry Mason. Ooh. Yeah, it's an American legal drama series. It originally aired on CBS from 1957 to 1966. So it was a TV series? Yes, it was. And it became one of the longest running and most successful legal-themed television series. It was the first weekly 1-hour series that was filmed for television. Are you always talking about how it was so popular or how it was a long rate? Affected the TV industry? I'm not sure. Voilà, des données très, très naturelles, même si elles sont synthétiques. Donc voilà, on arrive à la fin de ma présentation. Si vous voulez interagir avec Moshi, il suffit de se rendre à moshi.chat. Et si vous voulez télécharger nos modèles, ils sont et voir le code d'inférence, etc., il y a le lien de notre GitHub. Il y a aussi un papier qui est sorti, qui rentre bien plus dans les détails que cette présentation. Et sachez que Moshi peut tourner sur un MacBook récent avec ces 2 lignes de commande. Et d'ailleurs, ça, c'est un utilisateur qui a décidé de faire parler Moshi avec lui-même. Oh, hi. Well, machine learning is a field that uses algorithms and algorithms to perform tasks like recognizing patterns and making predictions based on data. Yes, machine learning is a powerful artificial tool that intelligence. can help us make sense of large amounts of data. That's right. It's really useful for things like predicting customer behavior or detecting fraud in financial transactions. That's right. Machine learning algorithms are used in many different applications, from medical diagnosis to weather prediction. Yes, it's versatile. It can be used in everything from self-driving cars to personalized. Donc voilà. Et la rumeur dit que bientôt Moshi aura des capacités de vision. Et sur ce, voici c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on va avoir le temps de prendre des questions de la salle. Alors, je suis sûre que tu vas en avoir plein. Il y a 2 personnes qui vont circuler dans les allées si vous avez des questions. Le plus proche. Merci beaucoup. Je voulais savoir, alors plus sur les modèles speech-to-speech, comment on gère le contexte, le prompt qu'on pourrait pour influencer la discussion. Donc, dès le départ, ce modèle ne voit que de l'audio, en fait. Enfin, toutes ces conversations, le contexte est purement audio, en fait. Et donc, il est entraîné sur des séquences de jusqu'à 5 minutes. Et voilà. Il n'y a pas de prompt textuel avant, etc. C'est purement audio. Merci beaucoup pour la présentation. Pourquoi on map à l'un des 2048 vecteurs de référence et on n'utilise pas le vecteur de base? C'est une bonne question. En fait, ça compresse énormément quand on remplace par un vecteur du codebook. Ça, c'est une raison. Et il y a une autre raison qui est un peu plus technique. C'est que quand on a des tokens, c'est-à-dire que là, quand on map à des vecteurs de codebook, c'est des entiers ensuite qu'on store. Et ensuite,
en fait, notre modèle devient assez naturellement compatible avec les LLM de texte qui transforment aussi le texte en des entiers. Ce qui fait qu'on peut réutiliser des loss comme la cross-entropie, etc. Alors que si on travaillait dans le domaine continu, en restant sur les vecteurs, il faudrait trouver une autre loss. Alors, ceci dit, il y a des possibilités de faire marcher ça, sur lesquelles on travaille. On peut avoir des idées de comment faire marcher ça, mais c'est moins trivial, c'est plus dur. Merci. Je crois qu'on prend une dernière question. Non, deux dernières alors. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Dans la même logique de construction de streaming de voice dans le LLM, est-ce qu'on peut imaginer la possibilité de streamer aussi des instructions textuelles pour changer le comportement à fur et à mesure que la conversation avance? Et une deuxième question qui est un peu dans la même logique d'essayer de streamer des instructions par langage naturel ou enfin, par d'autres sources. Est-ce que le fait que la dimension ou le fait que la voix soit sur un domaine étendu, continu, et la complexité associée à ça, ne réduit pas en quelque sorte le LLM, enfin la capacité du LLM à apprendre et à se généraliser sur des concepts. Il y a une partie du réseau de neurones qui va être consacrée juste à la traduction de texte en voix, et du coup on perdrait éventuellement des capacités, on va dire, intellectuelles dans le modèle. Okay. Donc la première question, oui, on peut imaginer fournir n'importe quoi en streaming. A priori, l'infrastructure telle qu'elle est conçue, on pourrait faire un peu ce qu'on veut. Elle est assez flexible. Et la deuxième question, est-ce que le modèle perd en capacité quand il passe au texte? Donc, on part d'un modèle de texte et ensuite on le transforme en un modèle audio. Et donc on peut mesurer à quel point il perd cognitivement, si on veut. Et en effet, il y a une petite perte, mais cette perte n'est pas non plus dramatique. Et si je devais deviner, cette perte n'est pas tellement due à l'apprentissage de l'audio, mais plus au fait que les données audio ont tendance à être moins informatives, dans le sens où Wikipédia, il existe en texte, mais il n'existe pas en audio. Et surtout, quand on mesure les capacités cognitives d'un modèle, souvent ça va être des questions type trivial poursuite, qui ont la réponse sur Wikipédia, mais des gens qui parlent de cette réponse sont plus rares. Et donc c'est pas sûr que sur le principe, en passant en audio, on perd vraiment beaucoup d'intelligence, même si en pratique on remarque quelque chose. Donc on va prendre la dernière question. Merci beaucoup pour la présentation. Juste une question sur mettre à jour le modèle. Comment vous allez le maintenir à jour avec des données d'aujourd'hui si vous n'êtes que sur de la voix? Déjà, ce modèle, il part d'un modèle de texte. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'à la fin, c'est que de la voix. Ceci dit, on peut créer des données synthétiques. Par exemple, on pourrait créer des données synthétiques qui parlent des news d'hier. Et dans ce cas-là, ça permettrait de mettre le modèle à jour. Ça pourrait être une solution. Merci. Et la dernière. La dernière de la dernière. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question en fait pour si on veut faire un RAG en dessus du modèle, puisque c'est du voice to voice. Du coup, comment on peut ajouter ça? Et ma deuxième question, c'est pour faire ça dans plusieurs langages. Est-ce que la scalabilité de l'architecture est un peu limitée, puisqu'en fait, si on veut scaler à différents langages, il faut traîner plusieurs fois le modèle? Alors, pour le RAG, en l'état, il n'est pas out of the box, mais tout est open source, donc en principe, c'est des choses que des utilisateurs pourraient rajouter. Et d'ailleurs, je pense que dans la communauté, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui soient allés dans cette direction déjà. Et la deuxième question, c'est pour ajouter des langages. Ouais, en effet, je pense que ce n'est pas trivial d'ajouter une langue en tant que telle, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille, d'ajouter des langues et de pouvoir passer à l'échelle niveau langue. Et c'est pas évident parce que j'ai parlé du fait qu'on a engagé des comédiens, etc. Et donc on essaie de trouver des solutions pour faire ça de manière plus simple et moins coûteuse dans le futur.
Merci beaucoup, Emmanuel. C'était super de pouvoir t'avoir avec nous on stage.